Merci beaucoup. Merci Bertrand. Merci au modérateur, au comité scientifique de m'avoir invité pour effectivement parler de l'orage rythmique. Alors effectivement, je suis cardiologue, rythmologue aussi. J'ai failli faire une blague, on en parlait avant, sur le côté nantais de la session, avec une affiche du FC Nantes, un truc comme ça. Mais je me suis dit que déjà, cardiologue à l'ASFAR, c'était dangereux. Euh, donc on va faire un peu profil bas. Je vais vous parler donc de l'orage rythmique. Alors j'ai pas de conflit d'intérêt spécifique pour cette présentation. En commençant par la définition de l'orage rythmique qui est, vous allez voir, assez vaste. En fait, c'est ça, c'est les deux premières lignes. C'est trois épisodes de ventriculaires qui vont être réduits par une intervention. Ça peut être des médicaments, ça peut être un choc, ça peut être une stimulation antitachycardique. On exige juste trois épisodes séparés de plus de 5 minutes et dans les 24 dernières heures. Donc pour nous, surtout avec le suivi désormais en télécardiologie, ça peut comprendre vraiment beaucoup de patients. Et puis surtout, c'est quand même extrêmement variable. On va avoir ce que vous voyez, alors je vais prendre là, à gauche ici des tachycardies ventriculaires, donc régulières, monomorphes. On va avoir des torsades de pointe, comme vous voyez au milieu, avec des extrasystoles qui tombent sur le sommet de l'onde T et qui déclenchent ces tachycardies. Puis on va avoir des fibrillations ventriculaires. Et au-delà de cette variabilité du trouble du rythme, il y a aussi la variabilité de la cardiopathie sous-jacente. Et on voit qu'on va avoir, je vous le montrerai juste après, des coronaropathies, des cardiomyopathies, ça peut être des myocardites aigus effectivement, et puis des pathologies électriques primaires. Donc, au-delà d'une définition qui est relativement simple, je dirais même presque simpliste, on va voir en fait tout un ensemble de situations qu'on va appeler orage rythmique. J'ai pris un registre francilien, mais en fait il y en a d'autres, de registres d'orage rythmique. Mais ça donne une bonne idée sur ce diagramme des origines des orages rythmiques. La plupart du temps, ce sont des coronaropathies, c'est ce qu'on voit en bleu. Et c'est ce qui explique que le trouble du rythme, on en parlera un petit peu plus tard, c'est aussi la plupart du temps une tachycardie ventriculaire qui va mener à l'orage rythmique, parce que dans ces coronaropathies, on va avoir des fibroses relativement extensives au niveau du cœur qui vont être la source de court-circuit qui donnent les tachycardies ventriculaires. Et puis le reste, ça va se répartir entre des cardiomyopathies et puis des pathologies électriques primaires, héréditaires, comme le QT long ou le Brugada. Quoi qu'il en soit, dans toutes ces cardiopathies, ce qu'on sait, c'est que même quand on passe l'épisode aigu, même quand on s'en sort, la mortalité, les réhospitalisations, ça va être multiplié au moins par 3 après. Donc ça reste une pathologie grave, dure à prendre en charge au début, et puis qui aura malgré tout des conséquences par la suite. Alors quand on parle trouble du rythme en rythmologie, on parle souvent de cette vieille diapo, qu'on appelle le triangle de Koumel, et qui explique un peu la physiopathologie de toutes les arythmies qu'on va voir. Vous avez le substrat, donc on parlait par exemple de cardiopathie ischémique, ça peut être une cicatrice. Vous avez la gâchette, une extrasystole qui va déclencher la tachycardie ventriculaire. Donc il faut avoir des conditions particulières pour que cette extrasystole survienne. Et puis on va avoir un contexte du système nerveux autonome particulier qui va permettre le déclenchement de cette tachycardie. Assez souvent, on se retrouve, nous, on parlera de l'ablation à la fin, avec des gens qui font plein de tachycardie ventriculaire, un orage rythmique, on les met en salle pour les ablater, et puis là, zéro, plus rien parce qu'on leur a mis un petit peu de sédation. On a modifié en fait le contexte autonome du patient. Cette vieille diapo avec des couleurs pas très jolies que je n'ai volontairement pas changées, elle est toujours là. Et ça, c'est les dernières recommandations. Et c'est exactement la même chose qu'on est autour de laquelle on est en train de tourner. Avec la notion de cœur vulnérable, c'est le substrat, soit par des cardiopathies structurelles, hop là, je l'ai là, c'est ce qu'on voyait, c'est ce qu'on voit sur la gauche, au premier rang duquel la cardiopathie ischémique avec cette fibrose un peu hétérogène, on en reparlera, soit des cardiopathies électriques primaires, où là ça va plutôt être un substrat fonctionnel, où dans le potentiel d'action, on va favoriser la survenue de post-dépolarisation précoce, par exemple ici sur la gauche. Sur ce substrat, on a un trigger, ça peut être de l'ischémie, ça peut être de l'inflammation, des choses relativement simples d'une vie normale, et puis qui, dans des conditions particulières, mèneront donc à cet épisode ventriculaire et ces épisodes ventriculaires qui vont être récurrents. Donc l'idée de la prise en charge, elle va finalement tourner autour de ce triangle de Koumel, autour et d'essayer de casser cette espèce de cercle vicieux entre un cœur vulnérable, un trigger, et puis un système nerveux autonome particulier. Ça va commencer par la prise en charge aiguë, parce que finalement, quelle que soit la cause, c'est la panique quand le patient arrive.
Alors, on va prendre les mesures de ressuscitation habituelles. On discutera à la fin de possibilités pour pouvoir traiter plus facilement les patients. Ce qui est très important pour nous, assez vite, ça va être de documenter l'arythmie et le mécanisme. On a assez souvent des tachycardies récidivantes, puis on nous dit bah ouais, je l'ai vu au scope, ça ressemblait à une TV. Sauf que pour nous, ça c'est pas assez de voir ça. On a vraiment besoin, si possible, d'avoir un 12D, un vrai électrocardiogramme qu'on laisse tourner, c'est pas grave. Et puis d'avoir le mécanisme de cette tachycardie. C'est hyper important de voir si c'est des extra-accouplages courts qui vont générer plutôt une torsade de pointe qui s'organise ou si c'est plutôt d'emblée une tachycardie ventriculaire. Donc documenter l'arythmie, interroger, reprogrammer le défibrillateur parce que je ne vous ai pas dit avant, oui j'ai oublié, dans 50% des cas, les gens ils sont déjà équipés d'un défibrillateur parce qu'on connaissait leur cardiopathie. Et dans ces cas-là, ils se prennent des chocs à répétition et on sait qu'il vaut mieux éviter de se prendre ces chocs à répétition. Et si la tachycardie ventriculaire elle est plutôt bien tolérée sur le plan hémodynamique, il vaut mieux laisser la tachycardie ventriculaire ou trouver des solutions autres que les chocs électriques parce que ces chocs vont générer une hyperadrénergie, favoriser des récidives ultérieures de tachycardie. Donc souvent c'est l'entrée également dans l'orage rythmique. Et les chocs sont surtout délétères pour le patient. C'est-à-dire qu'on a montré une surmortalité en fonction du nombre de chocs chez les patients porteurs d'un défibrillateur. Et puis enfin, il faut rechercher un trigger. Ça peut être biologique, ça peut être un syndrome coronarien, ça peut être une myocardite. Vous voyez par exemple que je vous parle plutôt de coronaropathie depuis le début, et puis là, l'image que je mets sur la droite, c'est complètement différent. Ici, on a un QT qui est extrêmement long, à plus de 600-700 millisecondes, des extrasystoles qui vont générer des torsades de pointe et de la fibrillation ventriculaire. Il n'y a pas un orage rythmique, il y a des orages rythmiques en fait. Si l'électrocardiogramme 12D initial, c'est celui-là, moi je vais me dire, non, là, je ne vais pas aller faire une coronarographie maintenant, c'est pas logique. Par contre, ma bio, elle est urgente. Il faut que je corrige l'hypokaliémie, il faut que je corrige les facteurs qui vont allonger cet intervalle QT. En l'occurrence, là, c'était de l'amiodarone et puis des diurétiques pour de l'insuffisance cardiaque qui, dans un contexte particulier, avait allongé l'intervalle QT. Donc, à cette prise en charge aiguë, on va ajouter ensuite la prise en charge des minutes ou des heures qui suivent et qui va avoir pour but d'éviter les récidives de tachycardie. Et pour ça, on va utiliser des médicaments antiarythmiques. On les classe selon la classification de Vaughan-Williams. Alors c'est un peu compliqué, c'est en fonction du mécanisme sur le potentiel d'action. Les classes 1, c'est plutôt des inhibiteurs sodiques, donc de la première phase de dépolarisation. Les classes 2 sont les bêta-bloquants. Classe 3, c'est multicanalaire, mais plutôt sur les potassiques, la repolarisation par ici. Et puis les calciques. En réalité, dans l'orage rythmique, on va plutôt simplement utiliser les bêta-bloquants, l'amiodarone et puis les classes 1. C'est ce que je vous mets sur la diapo suivante avec les doses, en prenant essentiellement les médicaments qu'on utilisera IV. L'idée, malgré tout, c'est de faire un relais Péros le plus rapidement possible, de limiter les traitements prolongés IV. Donc on peut malgré tout les utiliser, évidemment, et c'est très pratique. Je vous ai mis par exemple l'esmolol en bêta-bloquant, qui a une demi-vie très courte et qui peut être très utile, notamment pour réduire des tachycardies, dans un contexte où l'hémodynamique n'est pas toujours très bonne. Mais c'est vrai qu'on se retrouve parfois avec des gens qui sont altérés, qui sont en état de choc sur le plan hémodynamique. On va vouloir leur mettre des amines et en fait on va faire l'inverse des bêta-bloquants. Et pourtant les bêta-bloquants pour nous c'est le plus efficace la plupart du temps pour réduire ces arythmies. Parce que ça va avoir un effet direct sur l'arythmie, mais ça va aussi avoir un effet sur le système nerveux autonome ou l'influence du système nerveux autonome sur la tachycardie. On a donc ensuite l'amiodarone, donc un effet multicanalaire qu'on utilisera volontiers, sauf en cas de l'allongement de l'intervalle QT. Et puis la lidocaïne, la xylocaïne, qui va vraiment traiter de manière élective ou un peu plus sélective le courant sodique. Là, juste pour vous dire, du coup, sur ce courant sodique, en fait, la lidocaïne, on va quand même moins l'utiliser. On l'utilise plutôt en troisième ligne, un peu dans l'ordre où je vous l'ai placé, mais il y a un cas particulier dans le syndrome coronarien où on a tendance à l'utiliser assez vite parce qu'on sait que dans l'ischémie aiguë, il va y avoir un rôle assez important de ce courant sodique et souvent, les extrasystoles à couplage court dans la cardiopathie ischémique, on leur met de la xylocaïne, un bolus, et puis ça nettoie toutes les extrasystoles. Donc c'est assez classique dans l'orage rythmique ischémique, mais sans tachycardie ventriculaire soutenue, d'utiliser plutôt ces classes 1. Autrement, c'est plutôt vraiment réservé à de la deuxième ou troisième ligne.
En parallèle de tout ça, on va mettre en place une sédation qui a pour but de lever l'hyperadrénergie. En fait, c'est un cercle vicieux. À cause des chocs, à cause du stress, à cause de l'état de choc, on va avoir une hyperadrénergie et l'hyperadrénergie va favoriser les récidives d'arythmie. Donc, dès le début, on induit une sédation d'abord légère, hein, juste des benzos, à petite dose. Vous avez également les doses là. Et puis, si ça ne marche pas, on va faire une sédation profonde. Et pour la sédation profonde, ce qui semble marcher le mieux, c'est le propofol, avec un effet anti-arythmique vrai, plus de 80% d'efficacité décrite sur les arythmies réfractaires, et cependant un effet inotrope négatif. Mais je dirais quand on en est là, la plupart du temps, on s'en fiche un peu de l'effet inotrope négatif, on va le gérer après. Il faut endormir le patient, l'intuber, et puis on verra le côté hémodynamique en parallèle. Les opioïdes peuvent avoir également un intérêt, mais la plupart du temps, vraiment, on se limite au propofol pour endormir le patient. Une autre arme dont on dispose désormais, c'est le bloc du ganglion stellaire. Vous en avez peut-être entendu parler. Alors, c'est des choses qui étaient faites chirurgicalement avant dans des orages rythmiques et des arythmies réfractaires, où on allait directement sectionner et réséquer le ganglion. On a des trucs un peu moins barbares maintenant en allant faire un bloc sélectif, donc au niveau de la carotide. On va injecter des anesthésiques au niveau du ganglion stellaire. Alors ce qui est décrit, c'est plutôt la bupivacaïne ou ropivacaïne, avec deux possibilités, soit le bolus simple, mais en fait on a quand même montré que si on peut laisser un cathé et puis injecter en continu, vous le voyez ici, là, il y a beaucoup moins de récidives. Ça permet de lever l'hyperadrénergie et ça a l'avantage d'être réversible. Donc en fait, ça permet clairement de passer l'orage. L'orage rythmique, on va passer, traiter l'étiologie, et puis on verra après pour le reste de la prise en charge, et on pourra enlever le cathéter. Si on reprend un peu tout ça, la sédation, la modulation autonomique, en fait, ce qui est assez clair, c'est qu'on va recommander en première intention plutôt des bêta-bloquants, si on peut. Alors, effectivement, quand ils viennent en réa, la plupart du temps, ils sont en état de choc. On ne va pas forcément mettre des bêta-bloquants, mais c'est pour vous dire pour nous l'importance que ces bêta-bloquants peuvent avoir. On les associe plus volontiers à la myodarone et en parallèle, on initie la sédation. Donc ça, c'est vraiment les trois premières choses qu'on va mettre en place. Quand ça ne marche pas, on discute de la sédation profonde et du bloc du ganglion stellaire. Vous voyez que les classes 1, c'est pour ça que j'y suis revenu, on ne les indique pas forcément comme ça dès le début, dans l'axe de prise en charge, parce que on a besoin finalement de connaître un peu le mécanisme et de le comprendre avant de le mettre, puisque ça peut être aussi délétère. Je poursuis par l'ablation par cathéter, où je vais insister un petit peu plus parce que ce sont peut-être des choses que vous connaissez un peu moins, mais c'est pour autant très intéressant dans un contexte, y compris dans un contexte d'orage rythmique. On peut traiter à la fois le substrat, c'est la première partie ici, et puis on peut traiter également les ESV initiatrices. Quand c'est le substrat, la logique elle est relativement simple. On a ici une zone infarcie, une zone de fibrose post-infarctus, et cette zone de fibrose elle n'est jamais tout à fait dense, avec dedans des petites zones qui vont encore pouvoir conduire l'électricité. De base, ça change strictement rien. C'est ce qu'on voit ici. On a en fait des signaux qui vont avoir des collisions à l'intérieur de la cicatrice, mais dans certaines conditions, on peut initier un mouvement de réentrée qui va en fait expliquer la tachycardie ventriculaire qu'on observe. Et c'est pour ça que la tachycardie ventriculaire, elle a toujours la même tête. C'est vraiment toujours la même forme. On est capable à peu près de localiser la tachycardie, je vous montrerai sur la diapo d'après. Et puis, normalement, en termes de fréquence, c'est quasi réglé comme du papier à musique, quoi. Si ça va trop vite, c'est le snake, le serpent qui se mord la queue, ça va plus pouvoir continuer à perdurer. Et puis si ça va trop lentement, la plupart du temps, il y a une extrasystole ou une capture du rythme sinusal qui va interrompre la tachycardie. Donc ça, c'est le plus classique, le traitement des tachycardies ventriculaires par ablation. Et puis on peut également traiter les extrasystoles ventriculaires. Lorsqu'on a une cicatrice comme ça peut être un infarctus, mais ça peut être une myocardite, et c'est assez fréquent dans les myocardites aiguës. On va avoir une zone inflammatoire dans les zones bordantes qui vont générer des extrasystoles ventriculaires. Et ces extrasystoles ventriculaires, elles viennent souvent du Purkinje avec un couplage extrêmement court qui donne des torsades de pointe et des fibrillations ventriculaires. Avec les systèmes dont on dispose, on est capable d'aller localiser ces extrasystoles et puis d'aller cautériser, détruire en fait ces zones hétérogènes qui donnent les troubles du rythme. Ça, c'est l'exemple de la tachycardie ventriculaire, la même que je vous montrais avant. En fait, on a ce tracé avec quasi une concordance négative en inférieur probablement également, et qui vient du coup plutôt de l'apex et du septum inférieur.
C'est une zone d'infarctus dans ce cas-là. Et effectivement, si je zoome sur cette zone, je vais avoir au milieu de cette zone, des zones très très lentes où le courant va réussir à conduire. Alors des fois, ce sont des cul-de-sac. Des fois, ce sont des zones qu'on appelle bystander qui ne génèrent pas la tachycardie, qui ne la maintiennent pas. Et puis au milieu de tout ça, on trouve ce qu'on appelle nous l'isthme critique, c'est-à-dire la zone de ralentissement de la conduction qui permet en fait au reste du cœur de sortir de sa période réfractaire et qui permet de générer le mouvement de réentrée et la tachycardie ventriculaire. Si je mets un cathéter dessus, je vais observer entre deux complexes QRS ici tout un ensemble de petits potentiels qui correspondent en fait au passage très lent du courant à l'intérieur de cette cicatrice. Et cette zone, elle est indispensable à la tachycardie. Si je la détruis, il n'y a plus du tout de tachycardie et c'est ça le principe de l'ablation. Donc qu'est-ce qu'on dispose pour faire ces ablations ? On dispose de systèmes de cartographie un peu complexes où en gros, on va avoir 3 champs magnétiques générés par une antenne derrière la table du patient. Ces champs magnétiques, ils vont repérer des petites bobines à l'intérieur de cathéters. Donc en fait, les cathéters, ils sont repérés en permanence à travers ces 3 champs magnétiques et l'intersection des 3 sphères va nous donner la localisation du cathéter. Donc en permanence, on voit notre cathéter bouger au millimètre près. On voit également des patchs sur le patient, ce qui permet de faire la corrélation entre les deux et de reconstruire la morphologie du cœur de l'intérieur. Et pour ça, donc, on a des cathéters d'ablation, ça c'est un cathéter d'ablation standard. On a aussi des cathéters de cartographie, de mapping, où dedans il y a plein d'électrodes, il y a 64 électrodes là sur cela. Ici on les voit un petit peu mieux, là, toutes les petites électrodes, qui vont nous permettre de cartographier le cœur, de reproduire ce qui se passe électriquement au niveau du cœur et de le coller sur le volume. C'est ce que vous voyez ici avec par exemple une carte de voltage. En rouge ici, on voit une zone de cicatrice. La zone en fait où le courant il est tout petit. Il ne se passe plus grand-chose dans cette zone. Et pourtant, c'est vraiment dans ces zones-là qu'on va en activation, en déclenchant la tachycardie, enregistrer en fait dans quel sens va tourner le courant. Et là, on voit ici, il y a une cotation couleur, ça tourne du rouge, jaune, vert, bleu, violet. Donc le rouge ici, jaune, vert, bleu, violet. Et on voit se dessiner une chose assez classique dans les tachycardies ventriculaires sur cicatrice. C'est une figure qu'on dit en 8, où ça tourne comme ça des deux côtés en même temps, avec l'isthme critique dont je vous parlais juste avant, qui est en plein milieu ici. Ça va pour ça ? Je vous montre ce que ça donne en vrai sur un cas de cardiopathie. C'était une tétralogie de Fallot qui avait été corrigée, qui est venue en orage rythmique avec des tachycardies récidivantes. Et donc on l'a mis rapidement sur table. Parce qu'en fait, on connaît quand même bien le mécanisme de la tachycardie ventriculaire dans ce cas-là. Il y a notamment ce patch infundibulaire, le patch d'élargissement de l'infundibulum pulmonaire, qui permet de traiter une partie du Fallot. Et ce patch, on le retrouve en carte de voltage ici, où on a vraiment une zone où on a l'impression qu'il n'y a presque pas de courant électrique, où ça a l'air d'être tout mort. Alors en réalité, c'est pas tout mort. Et si on fait une carte d'activation en rythme sinusal, on va la voir bientôt. Hop. Donc ça, c'est vraiment la reconstituer sur le patient. La carte en rythme sinusal, on voit le courant arriver. Donc il passe par le is, il va arriver dans le ventricule droit. Ça, c'est la tricuspide, la pulmonaire. Et puis, on voit qu'il vient mourir très, très tardivement à l'intérieur de ce patch. Donc ça arrive quand même à passer dans la cicatrice, mais ça passe très doucement. Ce qui est important pour nous, c'est après ça, je reviens en arrière, c'est d'induire la tachycardie ventriculaire, ce qu'on a fait ici. Donc là, on déclenche la tachycardie ventriculaire. Ici, ce n'était pas difficile. Si elle est bien tolérée, le but pour nous, c'est vraiment de cartographier en tachycardie. Et cartographier en tachycardie, ça nous donne ça. Vous voyez que ça tourne. Et puis ici, il y a un tout petit passage. Hop, je reviens encore en arrière. Tout petit passage ici, très très lent. Hop. Voilà. Ici, regardez bien. Hop, c'est ça l'isthme critique de cette tachycardie. C'est cette zone. Elle est indispensable et c'est vraiment minuscule. Si je place mon cathéter, je vois tous ces petits potentiels qui correspondent à l'isthme critique. Et donc, c'est vraiment des tout petits potentiels qui vont permettre d'avoir cette initiation de réentrée et cette tachycardie ventriculaire permanente. Là, on voit le direct de ce qu'on fait. Donc, on positionne notre cathéter d'ablation. On a le contact avec au gramme près où on est appliqué. Ça, c'est pas en fait le direct, mais on a laissé la carte tourner pour pouvoir nous repérer précisément. On a en parallèle la carte initiale du nœud sinusal. Et puis là, vous voyez, vous allez voir défiler la tachycardie ventriculaire. Donc là, il est en tachycardie. On va voir ici. Voilà, on commence l'ablation et pouf, rythme sinusal. Ça a duré 3 secondes. Parce qu'en fait, quand on arrive à localiser très précisément les isthmes, il suffit de détruire le tout petit potentiel et puis c'est plus possible d'avoir de tachycardie derrière.
Donc là, on fait notre ablation, il revient en rythme sinusal. Et puis, l'idée après, c'est souvent d'élargir un petit peu et d'aller un petit peu plus loin. Donc ça marche très bien. Ça marche très bien quand on est capable de localiser ce qu'on est en train de faire. On sait, nous, que dans les cardiopathies ischémiques, l'ablation, ça marche mieux que l'augmentation des médicaments. Ajouter de l'amiodarone, augmenter les bêta-bloquants, ce n'est pas forcément très efficace. On voit ici l'effet sur le burden, la quantité d'ablation, la quantité de tachycardie ventriculaire avant l'ablation et puis après l'ablation. Donc on arrive vraiment à réduire le nombre d'ablations. Un des problèmes quand même, c'est qu'on sait qu'on est encore plus efficace quand on va traiter toutes les tachycardies inductibles. C'est-à-dire que je traite une tachycardie, j'essaye de réinduire. Je réinduis une nouvelle tachycardie, je vais aller la traiter. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans un phallo, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a peu de cicatrices. Dans une cardiopathie ischémique, il peut y en avoir beaucoup et ça peut être très long comme procédure. Et puis on sait également que quand on traite le substrat, on est plus efficace. C'est-à-dire quand on va traiter tous les petits potentiels pathologiques ou qui semblent pathologiques à l'intérieur de la cicatrice. Donc ça peut être des procédures qui sont parfois un peu longues. Et puis surtout, on n'y arrive pas non plus tout le temps. Un des points principaux pour nous, c'est d'induire la tachycardie. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous montre pour l'instant, c'est quand on induit la tachycardie, quand tout va bien. Mais assez souvent, les gens ont été surtraités avant, à raison, hein, puis pour un orage rythmique, et puis nous, on n'arrive plus à induire les tachycardies, et des fois, on va se retrouver face à ça. Une énorme cicatrice qui prend les 2/3 du cœur, des potentiels pathologiques, et on ne sait pas où est-ce que ça tourne. On ne sait pas ce qu'il faut aller traiter, c'est pas raisonnable d'aller détruire ou d'aller cautériser dans les 3/4 du cœur comme ça prend trop de temps. Donc des fois on est un petit peu coincé à cause de ça. On a d'autres moyens pour traiter à ce moment-là, et pour essayer de localiser, mais c'est sûr que le mieux pour nous c'est d'induire la tachycardie. Localiser les circuits, parfois, c'est aussi difficile quand les tachycardies, notamment, sont polymorphes comme ça. Quand ça tourne dans plusieurs isthmes en même temps, on n'arrive pas, ou les systèmes ne sont pas capables de voir où est-ce qu'on va. Et puis, des fois, on se retrouve, et ça peut être le cas notamment dans des myocardites, avec des cartes endocardiques qui ne montent pas tout le circuit, des cartes épicardiques qui ne montent pas tout le circuit, et puis au milieu du myocarde bien caché se situe l'isthme critique. Et en fait, dans ces cas-là, on peut cautériser d'un côté et de l'autre côté. On n'arrive pas forcément à aller détruire la zone. Et là, vous voyez un exemple d'une tachycardie septale. On a une vue de dessus avec le ventricule droit ici, une partie du ventricule droit, le sinus coronaire. La tachycardie était juste après l'anneau ici en plein milieu. On la traite à droite. Tardivement, on arrive à avoir la tachycardie, mais on la réinduit. On la traite à gauche. En fait, on essaye vraiment de prendre en sandwich, mais des fois, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à aller suffisamment profond, même en traitant des deux côtés comme ça. Le risque, quand on fait des procédures longues comme ça, c'est la déstabilisation hémodynamique. Forcément, si on traite un patient pendant longtemps, je me dépêche, on traite un patient pendant longtemps, on induit des tachycardies, c'est jamais très confortable parce que la plupart du temps, il va passer à 2 de tension ou tension indosable lorsqu'on induit la tachycardie. Et à ce moment-là, on a souvent l'anesthésiste quand on est soulagé qui nous dit tu fais quelque chose. Et puis nous, on dit oui, tout de suite. Et en fait, on essaye de gagner du temps, pour être honnête, pour pouvoir cartographier un petit peu. Parce que chaque seconde compte pour nous. On va assez vite quand même avec nos systèmes pour cartographier. Et si j'arrive à voir l'isthme critique à ce moment-là, on a gagné. Ici, vous avez des scores qui sont proposés pour identifier les patients plus à risque. Mais c'est relativement logique quand la fraction d'éjection est altérée, quand il est petit, pathologique, quand il est âgé, c'est plus dangereux. Et dans ces cas-là, on peut avoir recours au support hémodynamique qui peut avoir un effet propre sur l'orage rythmique, c'est-à-dire décharger le cœur ou reperfuser ou mieux perfuser les coronaires en diastole avec un ballon de contre-pulsion, ça peut aider à passer l'orage rythmique. Donc c'est quelque chose qu'on peut discuter indépendamment des ablations. Mais au décours d'ablation, parfois, on est bien content de maintenir un débit cardiaque avec justement une ECMO ou une Impella, ce qui nous permet, nous, après, de cartographier plus facilement les tachycardies. Dernier cas particulier, et après je serai à ma conclusion, la mise en place d'une sonde d'électro-entraînement systolique. Je vous disais au début qu'il ne fallait pas forcément choquer le plus possible les patients ou désactiver en tout cas le défibrillateur. On peut aussi mettre en place une sonde d'entraînement. Alors ça peut être par voie fémorale, ça peut aussi être des véritables sondes de pacemaker qui sont vissées, qui sont plus confortables et qui vont nous permettre, même avec une stimulation dans l'oreillette, d'accélérer la fréquence cardiaque. Et juste en accélérant la fréquence cardiaque, on arrive à couvrir la plupart des extrasystoles. Ou alors d'être dans le ventricule pour pouvoir stimuler plus vite que les tachycardies et les casser les mouvements de réentrée des tachycardies.
Enfin, il y a quelques cas particuliers, je vous en touchais un mot tout à l'heure, les syndromes du cuté long et le syndrome de Brugada, où on va plutôt chercher dans ces cas-là les interactions médicamenteuses qui peuvent avoir conduit à l'orage rythmique. Vous voyez en bas des sites où il y a la mise à jour des médicaments à risque de majorer les syndromes. Dans le syndrome du cuté long, je vous disais, on cherchera plutôt le contexte. Donc les médicaments, le potassium, le magnésium, c'est le plus important. Et c'est la première chose qu'on va traiter pour casser l'orage rythmique. Il faudra à ce moment-là accélérer la fréquence cardiaque, mais sans mettre d'hyperadrénergie, donc sans amine, parce que ça va augmenter autrement les troubles du rythme. Et c'est un peu l'inverse dans le Brugada, où on sait que l'Isuprel a été testé dans les orages rythmiques et permet de couvrir complètement les extrasystoles. Donc, hop, au final, l'orage rythmique, bon, vous voyez que la définition elle est relativement simple de l'orage rythmique, mais il y a vraiment beaucoup de situations. Et ce qu'il faut retenir, c'est plutôt qu'autour de ce triangle de Koumel, autour de tous les facteurs favorisants, ben on a tout un ensemble d'armes thérapeutiques qu'on peut utiliser, mais il va falloir personnaliser la prise en charge en fonction de la cardiopathie, en fonction du mécanisme. Et puis, ce n'est pas une prise en charge qui est toujours facile, et ça demande effectivement une approche multidisciplinaire avec des cardiologues, des rythmologues, des coronarographistes et bien sûr des anesthésistes. Je vous remercie de votre attention.